Je suis devenu violoniste parce que c'est un instrument qui m'a toujours fasciné depuis que je suis enfant. Donc il y avait les archers qui ressemblaient pour moi aux épées des chevaliers ou des Jedi. Et moi j'étais fasciné par Zorro, par Star Wars, par le Moyen-Âge, l'époque médiévale, ça me parlait beaucoup. Et donc l'archer, je me disais que c'était un moyen d'avoir mon épée à moi. Donc ça c'était quand j'avais 4 ans. Donc j'ai quand même un peu évolué depuis sur mes motivations et ma relation au violon. Et ensuite, c'est la vocalité du violon, le fait de pouvoir tenir les sons et d'imiter la voix avec cet instrument qui m'a touché. Et il y a toujours eu un côté défi. C'est un instrument qui est quand même très difficile quand on commence, quand on est enfant. Et moi, j'avais l'impression, c'était une impression que pour moi, c'était facile, alors qu'en fait, pas du tout. Parce que j'ai dû travailler énormément, et on travaille tous énormément pour faire du violon. Mais c'est ça, je me souviens quand j'étais enfant, de dire, c'était le prochain challenge, le prochain défi, c'était d'y arriver. Il y avait toujours cette idée-là. Le plus grand voyage musical, le premier grand voyage, le premier long courrier, c'était un voyage en Chine. C'était avec mon trio avec piano de l'époque qui s'appelait Trio Guermantes. Donc on jouait le trio de Ravel. C'était une tournée à travers la Chine, en avion, en train, en bus. C'était une manière de découvrir ce pays, une toute petite part de ce pays, mais à la fois de voir la relation du public chinois avec notre musique classique occidentale, surtout le trio de Ravel qui emploie beaucoup de modes pentatoniques. Donc quand on joue le deuxième thème, et le public chinois est très très différent, donc c'est-à-dire qu'il y avait une femme qui berçait son bébé au premier rang, et donc sur un c'est vraiment presque de la musique chinoise. C'était très émouvant de partager notre musique française avec le public chinois. Une tournée en Amérique du Sud. On jouait Didon et Aîné avec les Arts Florissants. Et c'était merveilleux de pouvoir rejouer cette œuvre plusieurs fois. En fait, c'est une œuvre qui est tellement extraordinaire. Et William Christie l'a tellement dirigé et joué au clavecin. C'était très beau de pouvoir créer ensemble tous les soirs avec Léa Desandré qui était toute jeune chanteuse. C'était un peu notre première tournée. Moi, c'était la première fois que j'allais en Amérique du Sud. Et donc, il y avait un côté magique de cette première fois. Donc, il y a le public brésilien qui est tout à fait étonnant parce qu'ils sont extrêmement encourageants. Ils applaudissent entre les mouvements et ils sont à la fois très respectueux dans l'écoute pendant qu'on joue, à la fois extrêmement extravertis en fait. Et les applaudissements, on a l'impression que on est presque au carnaval, c'est que nous par rapport à la réaction d'un public français, là c'est comme si tout le public était des amis proches qui viennent encourager en fait. Et ça c'est très plaisant. Après sinon il y a le public de Séville qui m'a aussi beaucoup marqué, parce que pour les applaudissements en bis, ils étaient tellement heureux du concert que les applaudissements c'était comme ça. Et alors vraiment on n'en croyait pas nos oreilles. Ça ne nous était jamais arrivé d'avoir des applaudissements par 3 en cadence très très rythmique et c'est vraiment la culture de là-bas. La culture et l'interprétation de la musique, notamment de la musique baroque, c'est presque une grande spécificité culturelle française. J'exagère parce qu'il y a d'autres pays évidemment qui connaissent des ensembles baroques importants, influents. Mais c'est vrai qu'il y a un vivier aujourd'hui de jeunes interprètes pour la musique baroque notamment, qui est assez impressionnant en France. Et je pense que c'est possible grâce à un système politique qui aide beaucoup l'intermittence. C'est unique au monde d'être intermittent du spectacle, ça n'existe pas dans d'autres pays. Et donc ça permet à des jeunes artistes de commencer et de vivre des concerts assez rapidement. C'est-à-dire quand on trouve 40 concerts dans l'année, de pouvoir vivre de ça, c'est assez beau. Donc moi j'ai toujours senti chez les programmateurs cette exception-là, finalement de voir dans les saisons de concerts, que ce soit aussi aux États-Unis, au Brésil, où j'ai vraiment fait cette expérience, dans les saisons, il y a beaucoup d'artistes français. Je suis allé à la Philharmonie, donc c'est pas si loin que le Brésil. C'était un week-end où il y avait à la fois l'ensemble Pygmalion le premier soir, deuxième soir les musiciens du Louvre, troisième soir le consort, donc mon ensemble avec Justin Taylor,
Sophie de Bardonnèche et Anna Sazenstein, et ensemble de musique de chambre. Et donc c'est là où on se dit que finalement c'est un des marqueurs culturels assez forts. Ma première révélation littéraire française, c'était l'Éducation sentimentale Flaubert. Je pense Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu. Le bœuf bourguignon sur la nourriture française, c'est quand même bien. Comme j'ai été beaucoup dans Molière, il y a plein d'expressions dans Molière qui m'ont vachement amusé et que j'aimerais employer, que je n'arrive pas à employer parce que c'est un langage qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Mais par exemple, à un moment, il dit pour renfort de potage, pour dire, en gros, en plus quoi. Pour renfort de potage, j'ai trouvé ça génial. Et après, il y a les moments où ils disent baste, c'est le basta italien. Point d'affaires aussi, ça j'adore, point d'affaires. Ben après, il dit plus de commerce. C'est pour dire, on s'arrête là quoi, point d'affaires, on arrête d'en parler.